C'est mon premier live pur LinkedIn. C'est ton premier live? Bah, OK et bah, ça Ouais, commence. vraiment. Bah, merci Julien, d'accepter cette invitation sur le live. Donc, ça sera un webinaire sur, comment impliquer ses apprenants en visioconférence, qui est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est un peu, ça qui m'a mené à créer Pratico. En gros, j'ai eu passé 3 heures en visio pendant le covid. Je me suis ennuyé comme un rat mort et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai échangé, avec, plein de formateurs pour, qu'on essaye de créer l'outil idéal, autant en présentiel qu'en visio. Enfin, surtout en visio parce que c'était surtout là le problème. Donc, voilà, les gens qui font que des slides, où on s'ennuie. On a parlé d'écran noir là tout à l'heure, Julien. C'est justement en échangeant avec des formateurs qui m'ont partagé un peu leurs outils préférés, sur les formations visio. Du coup, bah, déjà, je t'ai même pas demandé, comment tu vas? Bien, je suis chaud. Moi, j'ai trop d'énergie là. Parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet que 30 minutes, c'est concis. On pourrait faire une journée, 2 journées de formation dessus. Et donc là, ouais, j'ai mon côté animateur qui se réveille de vas-y, on va mettre du rythme. J'ai OK, hâte. OK, bah, super, bah, parfait. Bah, on a 30 minutes, ça va être, court, ça va être intense. Ouais, de toute façon après c'est juste assez introductif, je pense. Du coup, bah, je vais commencer par me présenter rapidement. Du coup, je suis, Philippe, je suis fondateur de Pratico. Du coup, Pratico, c'est quoi? C'est un outil, qui permet vraiment de dynamiser ses formations en présentiel comme en visioconférence. L'idée, c'est que comme j'en avais marre des personnes qui défilaient des slides, en visio, comme j'avais dit, juste avant, et qu'on s'ennuyait, bah, l'idée c'est un outil où on retrouve c'est un outil tout en un. On retrouve la possibilité d'intégrer ces slides, mais sur lequel on peut, bah, dessiner, en temps réel, comme ceci. Hop là, bon. Je suis pas très inspirant en termes de dessin là tout de suite. Là, je vais faire pour faire comme Julien. De pouvoir dessiner en temps réel, le faire en collaboratif comme le fait Julien. On peut aussi lancer des quiz, des sondages, et à la fin, on génère un rapport de session, pour voir, ce qui a amélioré. Du coup, pour cela, l'idée, c'est pas de présenter Pratico. L'idée, c'est surtout de parler de comment, bah, rendre ces formations en visioconférence beaucoup plus dynamiques, qui permettent du coup d'impliquer ces apprenants. Et c'est Julien qui est là avec nous, qui pourra nous aider avec son expertise de formateur. Parce que justement, si je t'ai contacté, c'est parce que j'ai vu que justement ta formation, tu l'as fait totalement en visioconférence. Et du coup, je me suis dit que tu as déjà quelques astuces à partager, pour notre petite audience. Du coup, alors, Julien, dis-moi, qui es-tu? Peux-tu m'en dire plus sur toi? Carrément, carrément. Là, je vais plus me présenter sur le plan pro, mais donc moi, j'habite à Marseille et mon activité principale, c'est qu'au quotidien, j'accompagne et des formateurs et formatrices indépendants et des organismes de formation à créer leur formation idéale. Donc, ça veut dire passer par tous les stades de la conception pour aligner leur projet avec qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont envie de créer et les accompagner sur la partie, bah, OK, maintenant que j'ai mon contenu qui est génial, qui me correspond, comment je fais pour lui donner vie de la meilleure des manières et l'animer comme il faut pour que ça soit une expérience mémorable. OK, génial. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur, comment tu en es arrivé là? Pourquoi tu as voulu être, bah, justement consultant en formation? Ouais, moi je suis tombé dans la marmite comme un grand passionné. Je me définis comme un andragogeek, c'est-à-dire un geek de l'andragogie, la science de la formation pour les adultes. Moi, j'ai commencé en parallèle de mes études d'ingénieur en étant formateur BAFA. Donc je me retrouve, j'ai 20 ans, je forme des personnes au BAFA qui ont 20 ans d'expérience minimum. Et donc dès le début, c'est me poser des challenges, des questionnements de bah, comment je fais pour créer une bonne atmosphère dans un groupe, comment je fais pour donner la place à chaque personne de contribuer à l'ensemble et de les orienter vers les objectifs pédagogiques. Et c'est donc des expériences que j'ai suivies derrière, en étant formateur dans des assos, en étant facilitateur de la fresque du climat, en étant formateur indépendant, facilitateur de cercle de parole, responsable de la pédagogie d'un organisme de formation, j'en passe. OK, ça marche. Du coup, tu fais toujours la phase du climat ou tu as arrêté? En ce moment, je passe moins de temps dessus parce que comme c'est pas mon grand focus,
Je Mhm. pense qu'il y a des personnes qui seront plus compétentes et plus pertinentes que moi, car plus à jour et plus impliquées. Mais c'est Ok, un super outil si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. C'est très puissant et pédagogiquement aussi, ça vaut beaucoup de la vivre pour s'en inspirer. ok, ça marche. Et je vois, tu mets en avant le Big 5. Je sais pas si on dit Big 5, Big 5. Ouais, tu peux faire Comment les tu... deux. Ok, ok. Et je sais pas si tu veux m'en dire plus, ou sinon tu préfères en dire plus à la fin. Ouais, je peux en dire rapidement. En gros, quand j'étais responsable de la pédagogie d'un organisme de formation qui était composé de consultants et de consultantes dont leur journée valait très très cher, je suis arrivé pour structurer l'ensemble de la pédagogie. Mhm. Et ma problématique, c'est que j'ai une vingtaine de personnes à former, expertes de leur thématique, mais je ne peux pas passer des heures à les former. Et donc, comment je fais pour essentialiser ce qui va leur permettre de faire des bonnes formations? Et c'est là où j'ai conçu le Big Five, parce que en observant des dizaines et des dizaines de formateurs et en faisant des feedbacks, je revenais tout le temps sur 5 éléments clés qui sont ceux qui sont dans le Big Five. D'ailleurs, j'ai créé un guide que vous pouvez télécharger en allant sur mon profil pour auto-évaluer vos formations à partir de ces 5 grands principes. Yes. Bah ouais, n'hésitez pas à ajouter dès maintenant Julien sur LinkedIn. Et en plus, il propose des super contenus. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je l'ai contacté et l'ai invité sur ce petit webinaire. Du coup, alors je vais commencer par la question principale qui servira aussi un peu de sommaire sur ce webinaire. Du coup, bah, c'est quoi le Big Three pour la formation en visioconférence? Ouais, si on prenait, parce que tu m'as demandé 3 grands éléments, 3 grands axes à prendre en compte pour quand on veut former en visio. Évidemment, on ne pourra pas être exhaustif parce qu'on pourrait en parler pendant 2 jours. Mais si on en sélectionne 3, moi je dirais déjà, le premier, c'est de considérer que quand on est en distanciel, c'est pas la même chose que quand on est en présentiel. Il faut penser différemment. Faut repenser sa manière de faire, repenser le rythme, repenser les interactions. Même si on a le même contenu, même si on a les mêmes objectifs, pour pouvoir s'adapter aux modalités d'interaction qu'il va y avoir avec le groupe. Donc ça, c'est un premier. Le second, ça serait que pour ça, il y a des outils qui sont géniaux, qui peuvent nous permettre de mettre plus de rythme, d'engager les apprenants. Il y en a plein, des outils. Et la question, c'est plutôt quel outil je vais utiliser à quel moment, pour faire quoi, pour atteindre mes objectifs pédagogiques. Donc, le choix des outils est fondamental, ou le choix de pas d'outils, potentiellement, dans certaines modalités. Et le troisième, c'est que une fois qu'on a pensé un peu différemment, qu'on a nos bons outils, c'est comment je mets du rythme pour garder l'attention des apprenants. Parce que quand on est en visio, on est en concurrence avec plein de choses, que ça soit les mails, les collègues, le petit chat qui passe, les enfants. Et donc, on a encore plus besoin, j'ai envie de dire, d'avoir une approche active où on va solliciter régulièrement les apprenants. Ils auront quelque chose à faire et ils ont quelque chose à faire dans le groupe, avec le groupe. Ok, très clair. Bah, je pense qu'on verra ces 3 points lors de ces petits webinaires. Mais du coup, on va commencer tout simplement par c'est quoi votre pire expérience de formation en visio? Du coup, s'il y a des gens sur le chat, n'hésitez pas à en parler. Moi, j'en ai déjà parlé un peu. C'est vraiment 3 heures de slides. En plus, c'était un sujet nul. C'était sur les financements. Enfin, nul. Pour moi, c'était nul. Mais déjà, sur un sujet ennuyant, on me balance 3 heures de défilé de slides en visio. Du coup, voilà, ça, c'est pour moi. Ouais, ça peut être des pires expériences de formation qu'on a animées, des expériences qu'on a suivies. Euh, Euh, Du coup, toi, c'était quoi, pour toi, c'est quoi un peu une mauvaise expérience de formation en visio? une mauvaise expérience de formation en visio, pour moi, alors quand je parle en tant qu'apprenant, même en tant que formateur, c'est la même chose. Euh, J'avais fait un post dessus, ce que ça a mis, c'est le fameux écran noir. C'est quand je suis dans ma visio et là, tout d'un coup, tout d'un coup, au fur et à mesure, il n'y a plus de caméras qui sont allumées, il n'y a plus de micros qui sont allumés, on peine à créer de l'interaction et à la fois le formateur ou la formatrice a l'impression de se sentir face à un mur, ce qui est le cas en fait. Et du côté des apprenants, ça devient de plus en plus compliqué de s'engager et de participer parce que
Parce que si moi je vais allumer ma caméra, je vais être le seul et du coup je vais pas oser. Et donc ça crée un cercle vicieux qui est vraiment pas vertueux. Ouais, je comprends. C'est vrai que parler à un mur, quand j'échangeais avec des formateurs, c'était ça le terme l'écran noir, c'est vraiment l'impression de parler à un mur et que c'est du coup pas très agréable. Heu, du coup, bah, explique-moi un peu comment bien former en visio du coup? Ouais, bon pareil, on pourrait en parler pendant des heures. En fait, former en visio, former en présentiel, ça implique de former et du coup, on peut se poser la question et reposer les bases sur ça veut dire quoi former? Hem, Moi, je vous propose une définition qui est de se dire que, la formation, quand je vais former, c'est qu'on part de situations et de besoins initiaux, des apprenants, qui d'ailleurs peuvent être des besoins différents selon les apprenants, et on veut les emmener vers certaines compétences qui sont définies dans nos objectifs pédagogiques. Mmh. Et à partir de cette définition, on peut faire un zoom sur différents axes. Donc, tu peux passer à la suite, qui sont que je veux former, c'est-à-dire que je veux être au clair sur c'est quoi mes objectifs, par quels moyens et par quelles étapes je vais faire monter en compétence mes apprenants. Donc, ça, on le voit notamment dans le déroulé pédagogique. Comment je soigne la qualité d'interaction pour que le groupe nous permette d'avancer vers les objectifs pédagogiques, voire même qu'on puisse avancer ensemble, monter les escaliers ensemble et quel est l'environnement d'apprentissage que j'ai envie de provoquer, de créer, de soigner pour qu'on se sente à l'aise, qu'on se sente bien, à la fois avec les outils, à la fois avec le groupe. Et donc, quand on est en visio, sur chacun des axes, on peut se reposer des questions. Déjà, en termes d'objectifs, est-ce que quand je forme en visio, ça veut dire que je dois adapter mes objectifs par rapport à quand je suis en présentiel? Très OK. concrètement, j'ai envie de dire par expérience que la plupart du temps, on peut garder les mêmes objectifs. Ce qui va être plus compliqué, c'est, par exemple, je fais une formation cuisine en visio, si on n'a pas le matériel, ça va pas être possible. Ouais. Hem, Si, on fait des formations où c'est très important d'avoir des mises en situation réelle, bon, là, ça devient plus compliqué, mais la plupart du temps, on peut garder les mêmes objectifs, mais il va falloir adapter le déroulé pédagogique. Mmh. Adapter le déroulé pédagogique, ça veut dire, en termes de rythme et en termes d'outils, avoir, j'ai envie de dire, un niveau au-dessus, sur le rythme, parce que cette question de l'attention, elle est omniprésente et que, on est en concurrence avec plus de choses que quand on est en présentiel, qu'on ait une maîtrise de l'ensemble des éléments de l'environnement d'apprentissage. D'ailleurs, ça fait le lien avec la question de l'environnement d'apprentissage, c'est, soigner cet environnement pour que, moi j'aime bien, l'expression de se dire que, quand je propose une activité, quand je rentre dans une formation, quand je propose quelque chose, que les apprenants rentrent dedans comme ils rentrent dans des chaussons. OK. C'est-à-dire que, on a des outils, en visio, comment je fais pour faciliter cette appropriation d'outils? On veut, faire une nouvelle activité, comment? C'est naturel et c'est fluide. Je sais très bien, qu'est-ce que je dois faire, comment, quand, avec qui, et quoi attendre de chaque personne. Et vis-à-vis de la qualité d'interaction, pareil, il y a pas mal d'enjeux, quand on est en visio et qu'on n'est pas en présentiel parce que, ça peut être plus compliqué d'avoir des petites discussions entre personnes d'un groupe, ce qui permet aussi de créer un groupe. Tous ces petits temps à la pause, tous ces temps de rencontre et d'échange, plus spontanés, ils peuvent paraître plus compliqués à mettre en place en visio. Alors, il y a des Mmh. solutions, il y a des outils, il y a des principes, on va voir plus tard. Mais voilà en tout cas les axes sur lesquels on peut se poser des questions, quand on forme en visio. OK, ça marche, très clair. Très bien. Du coup, déjà, par exemple, si on parlait un peu de l'environnement, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus, par exemple, sur l'environnement d'apprentissage, qui est un sujet Ouais, important? déjà un élément très clair et évident, c'est que, on n'a pas tous le même niveau technique, on part pas du même niveau et faire du distanciel, alors ça a l'avantage on a moins de logistique, de déplacement, de, louer une salle, et cetera. Mais par contre, on a quand même besoin d'avoir du matériel, des outils adaptés et surtout des personnes qui soient compétentes, sur ces outils. Ça Mmh. vaut aussi bien pour les formateurs, formatrices que pour les apprenants. Et donc ça, c'est un impondérable à préparer. Moi, si je donnais quelques phrases derrière ça, c'est, tester les outils, accompagner les apprenants et voire même tester avec eux, les fonctionnalités et préparer au mieux pour que ça soit le plus fluide que possible.
Si je peux partager une expérience récente que j'ai eue, j'avais des accompagnements individuels avec des formateurs qui, de par leur activité plus technique, n'ont pas besoin d'utiliser tout le temps leur ordinateur. Et certains avaient des enjeux matériels qui faisaient que, bah, en termes de micro, en termes de même fluidité d'affichage de leur écran, c'était vraiment pas le plus adapté. Et en fait, le fait de le savoir en amont, d'avoir fait une session avec eux, ça m'a permis dès le début d'être en mode, OK, bah moi, les tableaux blancs, les miros super dynamiques que j'avais prévus, on va pas faire comme ça. Et ça s'est fini avec un truc très basique, mais qui fonctionnait pour une heure d'accompagnement. On s'appelle par téléphone ou par WhatsApp. Je te partage des éléments clés, je t'ai préparé les questions en amont et on réagit, ça fait plus sous forme de dialogue. Mhm. Alors, moins d'outils, c'est moins funky, mais par contre, les objectifs pédagogiques étaient atteints parce que j'ai pu adapter aux apprenants. Ouais, c'est toujours ça la finalité, c'est que les outils servent la formation et c'est pas les apprenants qui doivent s'adapter à l'outil, quoi. Complètement. C'est que je dois sélectionner ces outils par rapport à ça. Et du coup, bah, justement, on arrive sur les outils. Bah, Ouais, comment choisir soigneusement ces outils? Quels outils existent déjà? Et apparemment, il y a différents types d'outils. Je te laisse m'en parler. ouais. Alors, j'ai mis des types, mais en réalité, plus les outils évoluent, plus ils font un peu de tout. C'est vrai. Euh, donc, c'est un enjeu, mais euh, une manière d'apprendre les outils, et avec ce que tu viens de dire, qui était que l'outil vient servir l'objectif, c'est de se poser la question, quelle typologie d'interaction j'ai envie de provoquer chez mes apprenants pour avancer vers les objectifs pédagogiques. Est-ce que j'ai besoin à un moment de les mettre en sous-groupe? Est-ce que j'ai besoin de les faire travailler de manière réfléchie pendant longtemps sur un sujet, leur faire créer un livrable? Est-ce que j'ai envie de faire un échange qui soit plus spontané? Et en fonction, on aura différents types d'outils qui vont pouvoir être intéressants. Et le fait de les lister, ça permet de pouvoir mieux se les approprier et de mieux explorer, OK, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire? En termes d'outils de base, déjà, les logiciels visio, que ce soit du Zoom, du Google Meet, on peut même aller sur du Global, Mhm. ont plein de fonctionnalités qui sont souvent méconnues. Comment Et en t'écris tant que formateur, ouais, comment t'écris Bubble? Global? Global, Global. Ah oui, G-L-O. Global. Ok, d'accord. Ouais. J'ai mal entendu, c'est bon. Euh, Il y en a d'autres, mais ont plein de fonctionnalités qui vont permettre. Alors, le truc de base, ça va être de séparer en groupe. Alors, c'est de base, mais c'est vraiment essentiel. Et bien Mhm. maîtriser cette fonctionnalité de base, ça permet d'ajouter beaucoup de fluidité quand on veut faire des exercices, soigner les transitions. Donc, ça, c'est des compétences à maîtriser en tant que formateur. Mais derrière, il y a plein de plugins qui peuvent être ajoutés. On peut faire des sondages, il y a des fonctionnalités de tableau blanc simple. On peut utiliser le chat. Mhm. Et il y a même des outils, là j'ai cité Global, mais il y en a plein d'autres, qui permettent d'avoir un avatar virtuel qui va se déplacer dans Mhm. différentes zones. Donc, quand on a du grand groupe, qu'on veut créer de la spontanéité, de la fluidité dans les changements de groupe, ça peut être très intéressant. Encore une fois, si on en a besoin. Euh, alors moi, je ne sais pas pour toi, Philippe, mais je ne vois pas les commentaires du Ouais, live. Donc, s'il c'est y en vrai que a, c'est euh, étrange. ouais, si tu veux, Je vais regarder sur LinkedIn. Couper son, tac. ça marche. Je continue en attendant Ouais, parce ouais, qu'on je t'en prie, je n'a t'en plus beaucoup de temps. Il y a des outils type interaction. Alors là, pareil, je suis trop preneur si vous avez des noms. Derrière, moi, je voyais du WooClap, du Mentimeter, du Slido, qui sont des outils dans lesquels on pose une question. Globalement, ça fonctionne comme ça. On pose une question, on demande une consigne, et l'ensemble des apprenants vont réagir en même temps, via leur téléphone ou via leur ordinateur. D'ailleurs, c'est des outils qu'on peut utiliser en présentiel. Ça, c'est des outils qui vont être très intéressants quand on veut faire des remobilisations des connaissances rapides, qu'on veut sonder rapidement le groupe pour rentrer dans un sujet. D'ailleurs, on peut intégrer ces outils la plupart du temps dans des diapositives ou dans diapositive PowerPoint ou Canva. Donc, en termes de fluidité, ça va être aussi très intéressant. Globalement, avec l'ensemble des outils et la dynamique, une règle qu'on peut se donner, c'est quand on forme en visio, de ne jamais avoir plus de 10 minutes sans interaction. Jamais plus de 10 minutes, on va partager du contenu de manière descendante. Ce que tu es un peu en train de faire.
c'est un webinaire particulier. Mais ça permet de se dire, OK, bah, si à un moment j'ai prévu de parler pendant 20 minutes, comment je fais pour couper ces 20 minutes avec, pourquoi pas, une question, une activité, quelque chose où je vais demander une production de la part des apprenants et de la part de chaque apprenant. Et c'est là où ces outils sont cool, c'est que c'est une question où tout le monde répond et on peut débriefer après plus spécifiquement sur certains points. Mhm. En autre outil, il y a les tableaux blancs. Bah, c'est exactement ce que Pratico est un type d'outil tableau blanc avec des spécificités parce que il y a des diapos, mais on peut citer Mural, Miro, Klaxoon, FigJam qui vont être intéressants. Un tableau blanc, c'est un espace en 2 dimensions dans lesquels on voit en simultané l'interaction. On voit ce qui se passe en simultané. Ce qui est très puissant avec les tableaux blancs et ce qui me pousse même à dire qu'en visio, on peut aller plus loin dans la coopération qu'en présentiel, parfois, c'est que, en fait, tout le monde peut avoir une tâche en même temps et peut produire un résultat collectif en même temps. Quand on est en présentiel, on va être limité par des enjeux physiques de, OK, par exemple, on va faire une fresque, on veut que tout le monde écrive dedans, on n'aura pas forcément la place, on va pas forcément pouvoir regarder tout en même temps. En visio, on peut faire des trucs de ouf. Par contre, il faut bien préparer ces outils-là, que ça soit très fluide et clair pour les apprenants de qu'est-ce qu'on attend de moi, comment je fais pour agir et à quel endroit je fais telle production. Je peux donner un exemple très concret derrière d'une activité que j'aime bien faire sur tableau blanc. C'est que par exemple, on va faire une activité sur quelles sont les étapes pour créer une formation. Je crée 4 zones qui correspondent à 4 étapes pour créer une formation. La zone recueil du besoin, la zone affinage des objectifs et messages clés, et puis les 2 autres. Et sur chacune des zones, je vais dire qu'un groupe doit répondre à une partie des questions. Donc, ils répondent à leurs questions dessus en complétant avec des post-it. Au bout de 10 minutes, bam, je dis que les groupes doivent changer. Donc, ils ont été répartis en 4 groupes différents. Un groupe va, sur l'espace juste au-dessus, regarder les réponses du groupe précédent et compléter. Et ainsi de suite, donc ça tourne. Ils répondent à ces questions-là. Et sur le 3e tour, je vais leur demander de regarder l'ensemble des réponses et de préparer une synthèse qu'ils vont pouvoir préparer. Mhm. Ok. Donc, dans ce genre d'activité, ça dure 40 minutes à 1 heure. C'est du full actif avec une synthèse qui est produite par les apprenants. Et ça marche très bien en présentiel, mais ça marche aussi très bien en distanciel. Et enfin, les documents partagés, c'est j'ai envie de dire, le b.a.-ba, le plus basique. Un Google Doc, un Frama, Calc, qui permet de donner des consignes pour des apprenants ou des groupes d'apprenants et d'avoir un espace dans lequel ils vont devoir les faire. On peut faire une bonne formation en visio avec des docs partagés et son logiciel de visio. Ça va dépendre des objectifs, ça va dépendre du rythme, ça va dépendre de où on veut aller. Ok, ça marche. Très clair. Bah ouais, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'il y a des pouvoirs qu'on a en visioconférence qu'on ne trouve pas forcément en présentiel. Et que justement, peut-être qu'il y a justement, il y a des choses qui sont mieux à faire en visio plutôt qu'en présentiel et de se le réserver pour ces moments-là. Totalement. Ok. Du coup, tu en avais parlé, jamais plus de 10 minutes de descendant, on le répète. D'ailleurs, c'était une des vidéos qui m'a marqué, que tu avais présentée, je savais pas un peu le système de la frise ou Ouais, j'ai fait un test de la ligne. Tiens, je peux le faire là rapidement. Une manière de se dire ça, bon alors descendant, c'est entre guillemets parce que même quand on est, en tout cas, il faut se dire que les apprenants restent actifs même quand on parle. Juste que si c'est trop long, ils peuvent perdre l'attention. Et du coup, le test de la ligne, ce que vous pouvez faire, c'est une fresque comme ça. Donc ça, c'est votre déroulé avec vos différentes heures, minutes qui vont être affichées là. Et vous vous dites, dès que vous avez des temps qui vont être actifs, c'est-à-dire en impliquant les apprenants, vous les mettez au-dessus. C'est-à-dire, par exemple, présentation, tour de table dynamique ou activité où ils vont partager pour entrer, c'est au-dessus. Présentation descendante, ça va être en dessous. Et donc, ça vous permet de vous dire, tiens, si j'ai un moment, j'ai 20-30 minutes de descendant, bam, comment je fais pour, au milieu, créer un temps actif. Je suis ouais, pas le ouais. meilleur en dessin sur Ah, ordinateur, mais j'espère que c'est c'est assez ça, clair. c'est improvisé. Tant que c'est improvisé, on comprend tout. Et je pense par rapport au discours que tu as dit, je pense que c'est très clair. C'est que
On se fait une frise de temps et il faut vraiment que tous les 10 minutes, on gère un peu ce temps-là, gérer le rythme. OK. Et du coup, est-ce que le teamwork, c'est toujours bien? Ouais, celui-là, je voulais la garder parce que j'oublie parfois dans mon discours, mais en fait, on peut faire une analogie entre utiliser un outil numérique en distanciel et être dans une salle quand on est en présentiel. Donc, il Mmh. faut se dire que bah, quand j'invite les apprenants à utiliser un outil numérique, c'est comme si je leur disais, eh, venez, on change de salle, on va au premier étage. Et ben, il y en a qui seront à l'aise pour marcher, il y en a qui seront pas forcément à l'aise, je sais pas, quelqu'un qui sera peut-être en béquille et qui aura besoin de prendre l'ascenseur, donc il va falloir bien lui donner la bonne direction. Et il y a un temps pour que bah, on arrive dans la salle, tous et toutes, qu'on soit à l'aise et qu'on puisse aller vers la suite. Donc il y a un temps de transition entre chaque outil. Et bah, si on a trop de changements, pédagogiquement, ça peut être compliqué parce qu'on peut perdre le rythme. Donc la balance entre c'est quoi le temps investi pour acculturer un outil, se lancer dans l'outil, et l'apport réel que ça va avoir. Autre enjeu, c'est la question de la distraction. Il y a plein de formateurs, ils découvrent des outils comme celui qui fait les quiz Kahoot, Ouais. qui va être très ludique, on fait une compétition, etc. Et en fait, parfois, bah, si on prend pas le temps de débriefer après chaque question, où on voit les scores, on a juste envie de gagner. Moi, j'ai juste envie de gagner quand il y a des trucs Pareil. comme ça. Et ben, on perd l'attention sur les notions clés qu'on a envie de transmettre. Donc, Mmh. l'outil pour un outil, ça ne sert à rien. Toujours se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de provoquer, vers quel objectif aller et comment est-ce qu'un outil peut m'être utile pour ça. Ouais, totalement. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, au niveau de Kahoot, c'est qu'il y en a beaucoup, bah, ils veulent répondre trop vite et ils répondent faux. Et du coup, les gens, ils sont obnubilés par la victoire et du coup, ils prennent pas le temps de réfléchir, et cetera. Donc, par exemple, si l'objectif pédagogique, c'est vraiment que les gens comprennent, faire un Kahoot, peut-être que c'est pas la meilleure des idées. Mais si, par Mm. exemple, c'est vraiment créer cette dynamique, ce rythme, cette attention, jouer sur quelque chose de compétitif, bah, c'est totalement adapté. Et du coup, ouais, c'est toujours penser, pas quel est le meilleur outil en général, mais quel est le meilleur outil pour, son objectif pédagogique. C'est un peu ça. Exactement, exactement. OK, OK. Donc après voilà, il y a le rythme. Du coup, Ouais. mmh Ouais, et sur le rythme, pour garder l'attention, alors je regarde 57, il nous reste 3 minutes. Euh, Sur le rythme et pour garder l'attention, donc gardons en tête la logique des 10 minutes. mh. Et vis-à-vis du rythme, je vais le faire à l'oral de manière simple. Je peux partager 3 ou 4 éléments. Le premier, c'est que le distanciel, ça apporte des facilités logistiques qui sont fantastiques. Et donc, quand on est à un endroit dans la chaîne de la création de la formation, de l'animation de la formation, où on peut pouvoir adapter le dimensionnement des formations, allons-y. Très concrètement, je donne un exemple très concret. C'est bah, plutôt que de faire des formations qui font 7 heures en distanciel, ça sera plus intéressant souvent de faire 2 demi-journées, voire même 3 fois 2 heures, pour être dans, OK, on est présent, mais on est vraiment ensemble. Euh, Autre chose qui va pouvoir être intéressante quand on va s'intéresser, qu'on va pouvoir décomposer le timing, c'est que bah, ça peut être 2 heures. Je vous donne un challenge concrètement dans votre situation de travail. Vous le mettez en place. Les 2 heures suivantes, on va débriefer. Donc, on peut avoir une prise vers le réel qui va être encore plus importante bah, atteindre encore mieux des objectifs pédagogiques comme ça. Sur le rythme, autre élément qui va être très important, c'est la manière dont on rentre dans la formation. Pour faire simple, quand on démarre dans une formation, les enjeux présentiels, distanciels, ça va être globalement les mêmes. C'est je donne des bons repères aux apprenants, je crée des conditions pour qu'il y ait de l'interaction et de la confiance entre les apprenants, et je les prépare, je les échauffe par rapport à la suite. Euh, et fondamentalement, l'objectif quand on démarre, et particulièrement en distanciel, pour moi, l'objectif qu'on peut tous se donner, c'est que la parole et les partages soient les plus spontanés que possible. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bah, dès le début, on les fait parler, on les fait échanger, et que cette logique de garder la caméra et le micro allumé, ça soit naturel. Et derrière, on peut l'expliciter dans le cadre et dire, bah, c'est une invitation à ce que dans l'ensemble de la formation,
les caméras, les micros restent allumés pour que il y ait cet échange qui soit beaucoup plus spontané. Ok, ça marche. Parfait. Est-ce que tu veux conclure sur ça? Est-ce que tu as un mot de conclusion? Ou est-ce que je sais pas si tu avais d'autres sujets, parce que vu Ouais, qu'on a un peu dépassé. ouais, non, j'avais des éléments d'exemple concrets. Après, on pourra aller dessus s'il y a des personnes qui sont intéressées pour rester plus tard. Mais là, il va falloir conclure. Juste en conclusion, je t'avais mis cinq éléments à retenir. Je Mhm. crois que c'est la dernière. Ouais, c'est ça. À avoir en tête, c'est que, pour conclure, faire une formation en distanciel, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes enjeux qu'en présentiel. Donc, on ne peut pas calquer une formation en présentiel et dire, OK, on fait la même en distanciel. Qu'il va falloir préparer à la fois le matériel, les outils, mais surtout les personnes pour cette formation-là et pour les outils qu'on va utiliser. Que derrière, il y a plein d'outils qui existent, mais que l'important, c'est vers où on a envie d'aller, quelles interactions j'ai envie de provoquer pour pouvoir se dire, ah, c'est cet outil qui va être pertinent, et de ne pas en avoir trop pour pas qu'il y ait un effet de distraction et de changement de rythme. Le lancement et le cadre de la formation, c'est super important. Cette logique de caméra, micro allumé, ça peut vraiment changer tout. Et si dès le début, on prend l'habitude de parler, ça sera beaucoup plus simple après. Et que franchement, les pauses et des dimensionnements plus intéressants, ça peut vraiment faire la différence que cette formation classique de une journée qui est lourde, quand on est en distanciel, on peut faire tellement plus, on peut faire tellement mieux, et que c'est une opportunité pour repenser des parcours, les espacer, les dimensionner différemment, et aller chercher les besoins réels des apprenants. Et je trouve que ça serait une grosse erreur que s'en priver. Ok, ça marche. Parfait. Merci pour répondre à toutes mes questions. Maintenant, c'est peut-être l'occasion de répondre à une question du chat. Du coup, il y a Aurore qui est avec nous. Bonjour Aurore. Du coup, elle disait qu'elle s'était intéressée à Kahoot, mais apparemment, c'est pas forcément valable si elle comprend bien. Du coup, est-ce que tu peux lui répondre? En fait, c'est toujours la question de valable, mais pourquoi? Si c'est valable pour dynamiser des apprenants en retour de pause, parce que j'ai envie de faire quelque chose de dynamique, de ludique, et on va bien rigoler, ouais. Si c'est pour alors le Kahoot avec la version on joue à fond. Mmh. Si c'est pour OK, il y avait plein de choses qu'on a vues dans la journée, mais concrètement, c'était quoi? Ça va être compliqué. Alors derrière, pareil, j'ajoute une subtilité. Il y a l'outil et la manière dont on l'utilise et la manière dont on l'anime. Si on reprend un Kahoot, on peut aller à fond dans le jeu et ce côté distraction, mais on peut aussi faire animer de manière plus posée, en mode OK, bien joué, maintenant j'ai 2 minutes et je vous parle d'un truc qui est super important. Et vous pouvez poser vos questions. Et après, on passe à la suite. Bon, c'est là, d'autres outils de Kahoot peuvent être intéressants, mais voilà, on a encore cette marge-là dans l'animation. Ok, ça marche. Et sinon, elle disait qu'elle était d'accord avec nous que des petites sessions en distanciel se semblent plus adaptées pour captiver l'attention des apprenants. Du coup, déjà, je me demande un peu, pour toi, une session en distanciel, elle devrait durer combien de temps entre les pauses, etc. Enfin, peut-être les découper. Je sais pas comment pour toi, par rapport à la fatigue de l'écran, comment tu vois les Ouais, choses. je vais faire une réponse de Normand parce que c'est souvent ce qu'on a en pédagogie quand on nous demande des questions sur le bon outil, le bon format, tout ça. Ça dépend. Ça dépend d'où on veut aller, ça dépend de nos objectifs, ça dépend de la typologie d'apprenant, d'où on en est dans le parcours. Ce que je peux partager, c'est que si jamais on a plus d'une journée, enfin au moins une journée en formation, ce qui est beaucoup en distanciel, moi j'intégrerai de base des temps où il y a un travail individuel de la part des apprenants. Mhm. Notamment en début d'après-midi, milieu d'après-midi, c'est vous avez un objectif et quelque chose à réaliser, 1 heure, 2 heures à travailler dessus, pourquoi pas en sous-groupe, mise à disposition du formateur en soutien, en coach, euh, mais avec quelque chose à faire concrètement, quoi, un cas pratique. Parce Ok, qu'en effet, ok. l'écran, le rythme, l'attention, ça va être perdu sinon. Ok, super intéressant. Du coup, ouais, le travail individuel, c'est une façon aussi pour l'apprenant de respirer aussi. Ouais, complètement. Et surtout d'avancer à son rythme, parce que c'est l'apprenant ou l'apprenante qui va dicter son rythme
quand on a un travail individuel. Ça va pas être à quel moment il y a telle activité, tel diapo. Là, on prend un temps de respiration plus long. Ok, j'aime beaucoup cette astuce pour respirer. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? J'avais jeté un œil tout à l'heure, d'ailleurs, quand tu m'as posé la question sur LinkedIn. Du coup, tout fonctionne. On avait plusieurs participants, je crois qu'on avait une dizaine. C'est juste peut-être qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus timides aujourd'hui, je ne sais pas. N'hésitez pas, ne soyez pas timides, n'hésitez pas à profiter justement de Julien qui est là si vous avez des questions pour améliorer vos formations en visio ou pour vous lancer d'ailleurs, ce qui est très intéressant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très à l'aise en présentiel et dès que c'est la visio, ils ont un peu peur. En fait, ils n'aiment pas. C'est ça le truc, c'est ils kiffent pas parce que c'est aussi je pense que la formation, c'est quand même un métier assez passion. Et justement, quand on kiffe pas par les formations en visio, justement, on se le ferme, quoi. Du coup, alors, Aurore, dommage que je sois arrivé sur direct quasiment à la fin. Ce sera disponible après coup. Oui, totalement. Alors, du coup, il y aura un replay, donc vous inquiétez pas pour ça. Et aussi un petit article résumé qui sera fait qui sera fait via l'aide un peu de ChatGPT, mais bien sûr, on reverra ça ensemble. Et du coup, à devoir le prochain direct, comment en être informé, n'hésitez pas c'est tellement clair que je n'ai aucune question. Super présentation, super. Merci à tous. C'était super clair, c'était super complet. Du coup, d'où la raison qu'il y ait moins de questions. Et sinon, le prochain direct, n'hésitez pas à vous connecter à moi sur LinkedIn et aussi à Julien qui aussi propose des webinaires. Du coup, j'ai failli oublier ça. Mais du coup, quelles sont tes actus Ouais. ensuite? Enfin, Euh, comment te suivre? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, le meilleur moyen, c'est de me suivre sur LinkedIn, où je vais publier le plus souvent. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, donc big5formation.com, sur lequel vous retrouverez à la fois le guide dont je parlais au début. C'est 24 pages pour auto-évaluer votre formation et dire, OK, en fait, si j'ai envie d'améliorer ma formation, c'est quoi mes axes d'amélioration, très concrètement. Voilà en termes de comment me suivre. En termes d'actualité aussi événementielle, j'ai commencé des cycles de webinaires aussi tous les mois avec soit des présentations sur certains sujets. La semaine dernière, c'était comment mettre plus de rythme dans sa formation. Le mois prochain, ce sera avec Julien Dessoussa, qui est dirigeant d'un organisme de formation, et on parlera comment créer une expérience de formation mémorable. Donc avec vraiment cette logique macro 360 sur qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon organisme pour qu'il y ait de l'impact, que la pédagogie elle soit en lien avec mon identité et que les apprenants deviennent des ambassadeurs de mon identité pédagogique. Et actualité, j'ai des formations en inter qui vont arriver bientôt Ok. sur le côté rythme ludique et utilisation d'outils numériques. Donc ça sortira dans les prochaines semaines. Il y aura des formations en distanciel, en présentiel à Lyon, en présentiel à Marseille. Ok. Et j'ai toujours les accompagnements d'organismes de formation et d'indépendants en continu. Donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter. J'aime bien parler pédagogie et découvrir de nouveaux projets. Donc même si c'est pas clair, moi ça m'intéresse. Ok, ok. Au niveau des webinaires, c'est sur LinkedIn? C'est comment on s'inscrit? Comment tu as prévu les choses? Ouais, ça se passe sur LinkedIn, c'est des événements. Donc en me suivant sur LinkedIn, vous aurez accès aux événements en regardant sur mon profil. Yes, n'hésitez pas à suivre vraiment Julien sur LinkedIn. Il propose du super contenu, super sympa. Ils sont drôles aussi. C'est un peu, c'est assez frais, quoi. J'aime bien. J'ai bien aimé. Merci. Hop. Merci à tous. Est-ce que tu as un dernier mot pour notre petite audience? Ouais, non, si vous avez ouais, il y a un truc, on n'est pas fait dessus, mais un message sur les formations en visio, c'est décomplexez-vous, quoi. Quand vous avez une idée, si jamais vous vous dites, ah, peut-être que, essayez. Juste essayez et vous verrez les résultats. Au pire, ça marche. Au pire du pire, ça marche pas complètement, mais vous aurez appris quelque chose. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas faire en visio parce qu'on n'ose pas. Et le fait de le vivre et de le proposer, ça donne encore plus d'idées, encore plus d'idées, encore plus d'idées. Et franchement, on peut vraiment s'amuser et faire des trucs géniaux, quoi. Donc, Mhm. essayez et amusez-vous. Yes. Sandrine demande et Paris?
C'est quand, Julien, à Paris? On en parlera, Sandrine, ouais, peut-être, si j'ai assez de demandes, ouais. Mais j'ai ce côté du Marseillais pour qui Paris, c'est loin, c'est terrible. C'est Lyon, j'accepte, mais Paris, je suis en mode: «Ah ouais, bon». Mais pourquoi pas, s'il y a de la demande. Ça marche, parfait. Bah, merci à tous. Du coup, on va mettre fin à ce stream. Du coup, bah, je vous invite à nous suivre. Du coup, nous aussi, on aura des webinaires qui sortent bientôt, dont je vais communiquer. Du coup, ce sera un nouveau sujet. À peu près tous les 2 semaines, il y a un nouveau sujet de webinaire avec Pratico. Du coup, je vous souhaite tous, bah, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais on va sûrement manger après. Mais du coup, peut-être bon appétit et bon après-midi. Et à la prochaine pour la prochaine, pour le prochain, ouah, j'ai du mal. J'ai un peu, je sais pas dire webinaire ou webconférence, mais bon, pour le prochain webconférence. Salut! Merci pour l'invitation, Philippe. Salut.